population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à chacun et à tous, vous suivez Radio Cotonou, la 94.3 et recevez nos sincères remerciements pour la fidélité à nos programmes. Le 24 mai dernier, soit une semaine exactement, le nouveau président de la République du Bénin, M. Romuald Wadani, a officiellement prêté serment, devant les sages de la Cour constitutionnelle et le peuple béninois. Il succède ainsi au président Patrice Talon qui a bouclé 10 ans de pouvoir. Ainsi, nous ouvrons un septennat de la gouvernance au sommet de l'État. Le président Romuald Wadani a juré servir la nation avec loyauté. Et depuis, les nominations et, bien entendu, les audiences s'enchaînent. Lors du premier conseil des ministres, des engagements sont déjà pris. Sur la dominicale de vérité et franc-parler, nous allons parler des enjeux et des perspectives avec ce nouveau pouvoir. Et justement, nous recevons sur notre plateau le professeur Patrick Renou. Il est sociopolitiste. Bonjour à vous, professeur Bonjour, Renou. monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est la deuxième fois. C'est moi. Voilà, merci beaucoup. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba. À la prise de vue, Job Tipé. Et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp en les déposant sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, professeur Patrick Renou. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue tous les auditeurs. Oui. Et aujourd'hui, c'est dimanche, fête des mères. La journée. Donc je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes nos mamans. Oui. C'est cela. Voilà. Et j'ai une pensée pieuse pour celles qui ne sont plus de ce monde. C'est exact. Voilà. Donc, bonne fête à toutes les femmes et à toutes les mamans du monde entier. Et nous revenons sur ce plateau pour aborder quand même le sujet qui nous importe aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous poser la question. Le président Romuald Wadani a prêté serment à Cotonou. Le choix de Cotonou pour abriter cette cérémonie, ça a ajouté quoi, selon vous, au symbolisme ? Merci pour la question. Il faut d'abord rappeler que nous sommes au Bénin et dans un état de droit. Et ce à quoi nous avons assisté et reflète ce qui est attendu d'un état de droit, et c'est-à-dire le passage de témoins. C'est heureux lorsque l'on est face à un président qui, après 2 mandats constitutionnels, décide donc de s'éclipser pour permettre à une autre personne de faire l'expérience de la gestion des affaires au sommet de l'État, contrairement à la pratique dans la sous-région un peu partout. Donc je pense qu'il faut saluer cet état d'esprit pour dire aux yeux des citoyens que... Le Bénin est connu dans cette pratique depuis. Oui, mais étant entendu que nous sommes dans un environnement assez mouvementé où il y a des contre-exemples qui se multiplient, il va de soi que nous rappelions à chaque fois que cela se fait sentir, en tout cas à chaque fois que le besoin se fait sentir, que nous rappelions cela pour dire que nous sommes dans le bon chemin et qu'il va falloir continuer sur cette lancée et montrer aux yeux des citoyens au plan de l'Afrique de façon générale sur le continent, pour dire que nous avons fait l'option d'aller de l'avant et de nous arrimer, n'est-ce pas, aux options démocratiques. Et c'est en cela que ce qui s'est produit comme expérience au Bénin mérite d'être salué. Cela dit, le choix de Cotonou par rapport à Porto-Novo. C'est vrai que Porto-Novo, c'est la capitale politique du Bénin.
et Cotonou étant la capitale économique. Et si on en est parvenu à faire cette, je vais dire, migration ou mutation simplement pour opter pour Cotonou au lieu de Porto-Novo, cela a bien des raisons. La première raison qu'il faut souligner, c'est que Porto-Novo est en chantier. Le stade Charles de Gaulle, qui abrite cet événement depuis quelques années, est en chantier, et donc ce n'est pas évident qu'on puisse organiser la cérémonie d'investiture à Porto-Novo. On me répondra que peut-être qu'il aurait fallu choisir un autre cadre à Porto-Novo, et je pense que Cotonou n'est pas moins je vais dire expressif si on tient compte aussi de l'histoire. Vous savez très bien que Porto-Novo est la capitale politique, mais il y a beaucoup d'événements qui se produisent, n'est-ce pas, à Cotonou. Et donc, choisir Cotonou, c'est pas encore très grave de mon point de vue. Et le plus important, c'est le contenu. Est-ce que la cérémonie d'investiture a pu avoir lieu et a respecté les points forts attendus? C'est la question qu'on pourrait se poser. Oui. Bon, en réalité, en dehors donc du caractère symbolique de la ville de Porto-Novo, étant entendu qu'elle revêt un caractère purement politique, en dehors de cette considération-là, Cotonou, la ville de Cotonou n'est pas moins reluisante pour ce type d'événement. Et vous avez dû constater qu'au Palais des Congrès, on a pris toutes les dispositions pour que la cérémonie se déroule dans de très bonnes conditions. Et sur le plan de la sécurité, cela permet de mieux cerner également les points de convergence qui pourraient être éventuellement mis à mal. Donc, moi, je pense pour ma part que le choix de Cotonou n'est pas moins reluisant. Lorsque l'on fait une petite comparaison. D'accord. Et étant entendu que... Vous pensez que ça a eu un impact sur le déroulement même de la cérémonie? Impact, je peux dire que, bon, de façon générale... Le cadre plus approprié, c'est ça? Le cadre... Moi, je ne dirais pas que le cadre est plus approprié. D'accord. Mais je note que pour avoir choisi Cotonou, et plus précisément le Palais des Congrès, oui, on a pris les dispositions pour que l'on ne regrette pas le choix qui a été fait. D'accord. Et donc, les dispositions qui ont été prises, j'ai noté rapidement la sécurité, tous les points qui convergent vers le Palais des Congrès étaient sécurisés, sérieusement sécurisés, et des dispositions ont été prises aussi pour ceux qui ont été invités. Il y a eu des contrôles, n'est-ce pas, pour permettre le déroulement d'une cérémonie de cette envergure-là en toute quiétude. Moi, je pense que en termes d'impact, on peut dire que cela a facilité un peu je vais dire les mouvements, la circulation, parce que Cotonou, vous savez, beaucoup sont venus de part et d'autre de notre territoire national, et donc converger vers Cotonou, c'était quand même plus facile, vu les infrastructures aussi qui sont implantées ça et là. Cela a facilité quand même, je vais dire, la mobilité, la mobilité sociale des participants. Donc, je ne retiens pas un élément particulier pour le choix de Cotonou, mais je note que la raison fondamentale, d'après ce que j'ai entendu, parce que je ne porte pas la voix officielle, donc d'après ce que j'ai entendu, c'est que Porto-Novo est en chantier et qu'il va falloir faire court, donc choisir Cotonou, étant entendu que des infrastructures étaient déjà en place, et donc avec un peu d'effort, on peut réussir cette cérémonie-là. Et c'est ce que nous avons observé le 24 mai dernier. Voilà. Quand vous regardez la cérémonie même, le déroulement de la cérémonie même, vous en dites quoi? Fierté nationale? Naturellement, ce qui s'est passé, d'abord, toutes les couches sociales étaient représentées. Ça, c'est du
point de vue national. Et vous avez les officiels, vous avez... Je souhaiterais même qu'on commence par le palais de la Marina. Ah oui, mais... L'arrivée du nouveau, le départ de l'ancien, oui, c'est... les mots échangés, le style et tout ça. Oui. Vous regardez quoi? J'ai noté quand même que... Oui. Il y a un passage de témoin en douceur. En douceur. Et je pense que le président sortant et le président entrant avaient une certaine complicité. D'accord. Et donc, si on observe un peu les regards, et un vrai dauphin, c'est ça? On est un dauphin en face de son mentor. D'accord. Et donc il y a une complicité et un peu comme pour dire moi je m'en vais pour ce qui est du mentor, je te laisse la maison et agis de telle sorte que l'intérêt général prime sur tout le reste. En tout cas, lorsqu'on observe, on peut se dire quand même que les deux étaient en complicité et avaient aussi des ambitions marquées pour le Bénin. Et donc, moi, je pense quand même que c'était une belle cérémonie de passation de service. Et le président sortant, quand il partait, il y a quand même un petit... je vais dire frisson, des frissons, comme pour dire que l'entrant regrette un peu le départ de son mentor. C'est humain. C'est humain et parce que une personne que vous aimez et qui vous a guidé pendant longtemps, lorsqu'elle part et vous dit au revoir, il y a un petit temps mort d'introspection qui marque un peu comme pour dire qu'il y a un manque qui s'exprime, qu'il aurait bien souhaité qu'il soit toujours avec lui, mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Dans tous les cas, c'est qu'il y a ce moment-là, un vide qui se crée rapidement avant que tous les esprits ne reprennent leur force. D'accord. On a suivi donc au cours de cette cérémonie la prise de parole du président Romuald Wadani. Mais avant la prise de parole, je voudrais que vous puissiez, en tant qu'analyste, regarder la posture de l'homme, visage fermé, comme quelqu'un qui sent peut-être le poids de la charge. Est-ce que vous avez vu la même chose que moi ? Dans tous les cas, c'est que l'homme lui-même se rend compte de l'ampleur de la tâche. D'accord. Et il le savait, pour avoir battu campagne, pour avoir promis des choses. Oui. Mais il était en train de rentrer dans le vif du sujet. À partir de cet instant, d'abord... son air, je vais dire, traduit d'abord un sérieux. Je vais même demander à la technique de préparer un extrait de son discours qu'on va ça traduit un sérieux. Oui. On lit dans son visage qu'on est face à quelqu'un qui est très sérieux dans ce qu'il fait et qui a pris la mesure de l'enjeu et qui a pris la mesure de la gravité de la tâche. Et son visage ne pouvait pas cacher ce sentiment-là. Et bon, c'est normal, parce qu'il est humain, et il prend des engagements fermes aux yeux du monde entier, aux yeux des citoyens d'abord, puisque par rapport à la Constitution, c'est devant les citoyens. Et vous n'êtes pas sans savoir que la communauté internationale était aussi représentée. Tout à fait. Et donc, il y a une présence forte qui l'amène à dire des choses et à se rendre compte de l'importance des choses, des paroles qu'il profère. Et donc, moi, je pense quand même qu'on est face à un président qui n'ignore pas l'ampleur de la tâche et qui a pris des engagements aux yeux donc de la Constitution et pour marquer le Bénin positivement. Et c'est à l'œuvre qu'on verra plus tard si les fruits ont tenu la promesse des frères. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas remarqué comme moi une différence de ton, thème vocal? Quand on prend le président Patrice Talon, il a souvent tendance à utiliser un ton grave.
Mais celui-ci a parlé calmement. Oui, vous savez... En politique, ça doit traduire quelque chose. Vous savez, donc dites-nous tout. Nous avons affaire à deux personnalités différentes. D'accord. Et chacune de ces personnalités a sa manière de se prononcer, a sa manière, je vais dire, d'interpeller la conscience sociale. Oui. Et donc, on peut retenir quand même que son discours était quand même sincère, n'a pas la même tonalité que celle à laquelle on est habitué avec le président Patrice Talon. D'accord. Vous savez, comme je l'ai dit, le style, comme le disait Rémi de Gourmont, est aussi personnel que la couleur des yeux ou le ton de la voix. On peut apprendre, et on ne peut pas apprendre, je vais dire, à avoir un style. Le style, il est inné. On peut le cultiver, mais il est d'abord inné. Et donc, le style du président Romuald Ouadaï ne peut pas être le style de Patrice Talon. Et donc, mais le plus important pour moi, c'est d'avoir en face un président élu et qui incarne toute, je vais dire, la légitimité politique. D'accord. Et aussi bien aux yeux des citoyens qu'aux yeux de la communauté internationale. Et il était serein tout au moins. Et le caractère qu'il a affiché, le premier coup de canon l'a perturbé un tant soit peu. Après, oui. Bon, on a senti quand même on a senti très rapidement. Mais habilement, il s'est repris. C'est ça. Et je pense que non, c'est humain. C'est humain. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va écouter un extrait du discours du président Romuald Ouadaï. Au cours des 10 dernières années, le Bénin s'est profondément transformé. Les Béninois ont renoué avec le sentiment de fierté et notre pays a retrouvé le chemin du développement. Ce parcours a exigé des efforts et de la discipline. Il a imposé des sacrifices qui ont permis à notre nation de retrouver quelque chose d'essentiel, la confiance en elle-même. C'est la preuve que notre pays pouvait se réformer sans s'effondrer, que la rigueur pouvait coexister avec la justice sociale, que les institutions pouvaient être mises debout sans perdre l'âme du peuple qui les habitait. Je veux donc ici rendre hommage au président Patrice Talon qui, avec détermination, avec le courage des décisions difficiles, la constance des bâtisseurs et la capacité rare à penser le Bénin dans le temps long, a rendu cette renaissance possible. Après le travail de révélation et de transformation engagé, notre devoir est désormais clair. Faire en sorte que la force retrouvée par notre État se traduise plus profondément dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise. Notre économie a progressé, c'est une réalité. Mais nous savons tous qu'une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. Lorsqu'un jeune trouve une opportunité dans son milieu de vie habituel. Oui, la croissance est encore plus perceptible lorsqu'une mère peut faire soigner son enfant sans craindre le coût des soins. Lorsqu'un agriculteur peut vendre sa production parce que la route est praticable. Lorsqu'une famille peut accéder à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. C'est dire, le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Est-ce que vous voyez la profondeur des mots, des expressions qui sont prononcées? C'est quand même du lourd. Oui, vous savez... C'est un engagement énorme. Il ne pouvait en être autrement. D'accord. Et parce que lorsque vous lisez la Constitution en son article 53, il est prévu la prestation donc de serment. Et au cours de la prestation de serment, je dirais que ce qui retrace même le serment, c'est qu'il renvoie à des engagements qui sont pris par rapport au respect de la Constitution, par rapport à la défense de l'intérêt général. Parce qu'un État ne peut pas prospérer si on fait fi de l'intérêt général. Et il faut faire la différence entre l'intérêt général et l'intérêt commun. D'accord ? Et donc, ici, ce qui est mis en avant, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général, ce qui touche toute la société, plutôt que d'avoir à défendre des intérêts qui
concerne uniquement certaines couches, certains groupes sociaux, etc., etc. Donc, je pense qu'il a pris des engagements. La première chose à dire par rapport à son discours, c'est qu'il a commencé, je peux dire qu'il a fait un condensé d'abord de l'histoire sociopolitique du Bénin, un condensé en quelques mots, quoi. Voilà, un compendium si vous voulez, pour dire que il est important de rappeler un peu la trajectoire politique du Bénin et d'isoler, donc de faire remarquer le rôle qu'ont joué certains aînés. C'est vrai, il a commencé par le président Patrice Talon, parce que c'est lui qui l'a fait, ça c'est important. Qu'il a préparé. Ouais. Et deuxièmement, c'est lui son prédécesseur immédiat. Et donc, il a tenu compte de tous ces aspects pour commencer par Patrice Talon. Donc, en saluant son courage, en saluant les réformes qu'il a osé faire, en saluant son engagement pour la nation, etc., etc. Et il n'a pas oublié les anciens présidents comme Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yayi, et il n'a pas oublié ceux-là. Mathieu Kérékou, qui n'était pas là, mais qui était là en esprit certainement. Et donc, il a cité tout cela pour montrer que c'est une chaîne. Lui-même, il est en train donc de poursuivre l'œuvre de tous ces anciens-là. Chacun suivant dans les limites de ses capacités. Et donc, moi, je pense que c'était important de rappeler cela. Et lui-même, il est en train de faire... Il se situe dans une action, je vais dire, qui prolonge un peu ce que son prédécesseur a fait. Donc... les politiciens parlent de continuité. Rien ne naît de rien finalement. Tout est dans tout. Et donc, il faut tenir compte, comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et donc, lui, il est en train de tisser la nouvelle. Et donc, il ne peut pas ignorer l'ancienne corde. Et nous sommes tous, finalement, des tresseurs de cordes. Et donc, je peux dire que lui-même, il est en train de jouer son rôle. Il finira un jour, quelqu'un d'autre va prendre la relève, ainsi de suite, pour le bonheur des citoyens béninois. C'est cela qu'il faut saluer. Deuxième chose à dire par rapport à son discours, c'est qu'il a ciblé, il a dit ce que on est préparé à entendre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit concernant par exemple les jeunes, les femmes, les agriculteurs, la diaspora, concernant aussi la sécurité, c'est un discours audible, c'est-à-dire qui retrace qui intéresse le peuple. Oui, qui intéresse le peuple. Pourquoi? Parce que cela s'inscrit dans, je vais dire, ce qu'on pourrait appeler la demande sociale. La demande sociale concerne aussi la couche juvénile. Parce que là, on n'est plus en campagne, vous le savez. Oui, on n'est plus en campagne. Et quand vous suivez aussi sa campagne, si vous avez suivi sa campagne, c'est que son discours est bien arrimé avec ces termes de campagne. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de l'emploi, oui ou non? Et donc, la réponse est oui. Ah oui, la réponse est naturellement oui. De nature même. Quand vous posez la question aux citoyens aujourd'hui, ils sont d'accord pour dire qu'il faut que l'on s'intéresse beaucoup plus à l'emploi des jeunes. Et donc, ça, c'est la demande sociale. Vous prenez les femmes aujourd'hui, c'est évident. D'ailleurs, lors de la campagne, le candidat Romier Wardani avait insisté sur le renchérissement de la cagnotte réservée au microcrédit, par exemple. Donc, il a su toucher, n'est-ce pas, ce qui est sensible et ce qui mérite d'être entendu par les citoyens. Et du point de vue agricole, et de l'agriculture, etc. Et on est tous d'accord qu'il faut procéder à des réformes. Ça, on a entendu depuis le collège, procéder à des réformes agraires. Oui. Partout, c'est nécessaire. C'est ça. Et je crois qu'on est déjà dans cette lancée-là. Et à côté, il faut moderniser l'agriculture. Et il a martelé. Aujourd'hui, on est tous d'accord que la diaspora constitue une force à
investir pour que l'on puisse contribuer à la force en compétences et également en ressources financières sur tous les aspects pour venir donc investir au pays. Voilà, donc la diaspora compte aussi pour le développement du Bénin. Et vous avez les questions sécuritaires. On est tous d'accord que l'extrémisme violent aujourd'hui est en train de prendre des proportions inquiétantes. À partir de cet instant, il faut réfléchir pour avoir des solutions, des stratégies à portée de main capables de renverser la tendance et donc faire en sorte que cette guerre asymétrique que nous livrent les terroristes puisse être combattue conséquemment. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et je le disais tantôt, il y avait les anciens présidents donc qui étaient là. Le président, comment dirais-je, Nicéphore Dieudonné Soglo, le président Boni Yayi. Quel symbole pour vous? Non, d'unité. Si on voit un peu l'activisme du président Boni Yayi ces derniers temps, avant de s'éclipser un peu, sa présence vous dit quoi? Ou leur présence carrément pour ne pas focaliser l'attention sur quelqu'un? Effectivement, ça veut dire que tout le monde est d'accord avec tout le monde. Tout le monde est d'accord avec tout le monde. vous allez très fort. Oui, parce que leur présence marque un passage à niveau dans la construction de l'œuvre de la nation. Donc, la construction de la nation tout court. Donc, aujourd'hui, toutes les forces méritent d'être convoquées pour mener à bien le développement du pays. Et il ne sert à rien, donc, de multiplier les voix dissonantes. Et je crois que le président Boni Yayi, pour ce qui relève de son cas, malgré son activisme, il a compris qu'il faut passer à autre chose. Et qu'aujourd'hui, une page est tournée et que le plus important, c'est de s'en tenir à la construction de la nation et faire en sorte que on ait un développement assez équilibré, parce que le président lui-même en a parlé, un développement équilibré et que toutes les couches sociales soient prises en compte et que les différentes zones qui meublent le territoire national connaissent un développement dans des proportions quand même acceptables. D'accord. On a vu la participation des pays limitrophes également, les représentants des pays de l'AES. Vous parliez en termes de sécurité tout à l'heure. On sait qu'il y a quand même une crise entre le Bénin et le Niger. Quand vous avez su qu'effectivement, il y a des représentants de ces pays à cette cérémonie, vous avez fait quoi? Pousser un ouf de soulagement? Non, je ne dirais pas que j'ai poussé un ouf de soulagement. Je dirais simplement que j'étais satisfait de leur présence. Mais avant d'en arriver là, puisqu'on a parlé donc du président Boni Yayi, au-delà du président Boni Yayi, il faut parler des autres cas, de tous ceux-là qui étaient opposants et qui ont affiché leur opposition au pouvoir et qui aujourd'hui sont dans les rangs, c'est ça? Non, je ne dirais pas qu'ils sont dans les rangs, mais ils se sont rendus compte. Ce rang-là, ils se sont rendus compte d'une réalité. La réalité, c'est que il y a eu des palabres, il y a eu des challenges et un candidat a remporté la victoire pour 7 ans. Donc l'enjeu, ce n'est plus, c'est pas petit. Ce n'est plus de discutailler. C'est 7 ans là qui effraie les gens, ils préfèrent se mettre. Non, en tout cas que d'après la Constitution, il y a eu une trêve politique. Et donc tout le monde comprend aujourd'hui que le plus important, c'est de laisser les coudées franches à celui qui est élu. D'accord. Et pour qu'il gère le pouvoir, mais au profit de la société entière, de toute la société, et faire en sorte que l'on ait de l'emploi, qu'on offre de l'emploi à la jeunesse, et qu'on crée plus d'industrie dans le pays, et qu'on développe l'agriculture, le commerce, en tout cas tout ce que nous pouvons faire pour grandir le pays. Et je crois que le président Romeo Wardai, qui est à la manœuvre aujourd'hui, a pris la mesure de l'enjeu et sait très bien, et je pense que les autres ont compris qu'il faut vraiment se taire un peu et l'accompagner
et pour voir les résultats plutôt que donc d'aller dans tous les sens. Et c'est en cela que moi j'ai salué quand même leur présence et à la cérémonie. Maintenant vous avez parlé des pays limitrophes là, de l'AES, vous avez parlé donc du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Oui, un ouf de soulagement, comme je l'ai dit, non, c'est pas une satisfaction. Mais c'est une satisfaction, c'est un signal qui me fait espérer que l'on va reprendre langue avec tous ces pays et trouver des solutions communes. Aucune stratégie ne peut être individuelle. Et je crois que chacun des pays s'en est rendu compte. Le Mali, autant le Mali veut, autant le Burkina, le Niger, tous ceux-là veulent collaborer quand même avec le Bénin. Et le Bénin veut également, parce que le Bénin sait que s'il collabore avec ces pays, il renforce sa stratégie et la lutte a des chances, n'est-ce pas, de porter. Et donc, la présence de tout cela permet d'espérer que bientôt, il y aura des échanges approfondis pour que l'on puisse collaborer, nouer un partenariat qui puisse contrer l'adversaire. Et l'ennemi commun, on le connaît. Et donc, il va falloir qu'on se donne la main pour venir à bout donc, de cet extrémisme violent, plutôt que de laisser chacun évoluer en vase clos. Et ça n'a pas donné les résultats escomptés. On a fait l'expérience, le Niger a fait l'expérience, le Burkina a fait l'expérience, le Bénin, naturellement, puisqu'il était contraint à l'isolement, a fait également l'expérience. Et donc, aujourd'hui, chacun d'eux sait qu'il faut changer vraiment de cap et aller de l'avant, donc s'unir pour mieux contrer l'adversaire. D'accord. Alors, quand vous voyez tout ça aujourd'hui, je ne sais pas quelle analyse ou bien quelle conclusion vous tirez à votre niveau personnel, mais est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que le président Romuald Wadani fédère toutes les énergies, la concrétisation d'une union sacrée autour d'un homme pour le développement du Bénin? Est-ce que c'est osé de le dire? Oui, on peut le dire. On peut dire qu'aujourd'hui, il est au centre, vraiment, de toutes les forces, et pour dire que les gens lui font confiance. Et vous savez, il vaut mieux faire confiance, partir sur cette base et éventuellement être déçu après et avoir des arguments pour montrer qu'on est déçu, et j'espère qu'on ne sera pas déçu. Et le plus important aujourd'hui, c'est que c'est un visage nouveau, en tout cas pour les pays de la sous-région que vous avez évoqués, et même pour les citoyens. Certains se disent qu'on peut lui faire confiance, qu'on verra quelques années après si on est dans le bon chemin ou si on s'est trompé de chemin. Et donc, il vaut mieux partir sur cette base. Mais le phare nous a dit qu'il est plus puissant, il est plus pointu. Oui, pointu dans quel sens? Il est plus pointu que celui qui est parti. Et on sait que celui qui est parti, il est pointu sur certains éléments. Non, c'est la rigueur. Ah bon? Et oui, moi je résume, je mets tout ça là dans le paquet rigueur. Ah bon? La rigueur, on en a besoin partout. Pour faire rêver le Béninois, on a besoin d'être rigoureux. Et vous savez, il faut prendre des décisions assez courageuses. Et les décisions courageuses, c'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Et donc, quand vous êtes à un niveau de décision, de prise de décision, et vous êtes parfois mal vu au regard des décisions que vous seriez amené à prendre. Et donc, moi, je pense qu'il soit plus rigoureux que l'ancien ou moins que l'ancien. En tout cas, le débat, pour moi, n'est pas à ce niveau. Je veux voir un homme qui incarne l'autorité, et parce qu'il s'agit d'un chef d'État, chef de l'État, chef du gouvernement, un chef suprême des armées, au regard donc de tous ses pouvoirs. Je veux voir un homme qui se préoccupe de l'intérêt général. Je veux voir un homme qui est attaché à la promotion de la paix et à l'union nationale. D'accord. Je veux voir un homme qui promeuve les valeurs citoyennes. Et c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, dans la Constitution,
qui est révisé là, à l'article 53, vous aurez vu clairement qu'il s'agit donc d'une prestation de serment qui montre que le président qui décide d'occuper ce poste-là doit prendre des engagements fermes, n'est-ce pas? Et tout cela se dit en référence au man des ancêtres, en référence à la nation, en référence, n'est-ce pas, aux citoyens. Et je pense que c'est une décision assez grave, c'est un engagement assez pointu, assez grave, et on verra bien si au bout des années, parce qu'on a un mandat de 7 ans, on verra bien si le président Romuald Wadaye, de par la rigueur qu'il va afficher, de par son travail quotidien, parce que c'est d'ailleurs un homme qui travaille, il aime le travail. Et on l'a vu pendant 10 ans à son poste de ministère, je pense, de l'économie et des finances, après de la coopération. Voilà. Et puis après, ministre d'État. On a vu cette progression dans les attributions et dans les fonctions qu'il a occupées. Et il a donné l'impression qu'il est attaché au travail bien fait. À partir de cet instant, on lui a fait confiance et c'est ça la légitimité dont il bénéficie aujourd'hui. D'accord. Et à partir de l'élection, il a emporté à la fois la légalité et la légitimité. Et parce que effectivement l'élection a eu lieu suivant les règles qu'on s'est définies et on a constaté dans l'une que c'est lui qui emporte la victoire à partir donc du pourcentage que tout le monde sait désormais. Donc moi je pense que aujourd'hui le plus important c'est de lui faire confiance et de savoir que les jours ne seront pas des jours heureux non plus. Il y aura des moments de tergiversation et peut-être, je ne sais rien. Il y aura des moments où nos poches seront vides. Et je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais ce que je sais, il nous faut faire des sacrifices pour espérer poser des actes qui grandissent le Bénin. D'accord. On va attaquer maintenant la formation de son premier gouvernement. Déception ou satisfaction? Mais d'abord, il faut dire... Parce que Patrick Ranou pouvait dire, bon, moi-même, je pouvais quand même, je suis un ministrable, bon, pourquoi il ne m'a pas choisi? Merci de me faire confiance jusqu'à ce point. En tout cas. Mais sachez qu'il a la latitude. Il a le pouvoir. Le président Romuald Wadaye a le pouvoir discrétionnaire. Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs. Je l'ai rappelé avant la formation du gouvernement que tout le monde ne sera pas servi au même moment. C'est ça. C'est clair, tout le monde ne peut pas être servi au même moment. J'ai même ajouté que des gens seront déchus. Vous avez vu tous les mouvements politiques qu'il y a eu. Il paraît plus de 500, non? Il y en a eu tellement. Ah oui, que j'ai qualifié du retour des vieux démons. Donc tous ceux-là veulent être dans le gouvernement. Il y en a 24. Ministre, 24. C'est 24, 25, 24. Bon, voilà. Donc, si tous ceux-là doivent être nommés, on aurait un gouvernement de 1000 personnes. Ce n'est pas possible. Donc, chacun doit attendre patiemment son tour. Et ce tour peut ne pas venir, ce n'est pas un problème. Le plus important, est-ce que ceux qui sont choisis font bien le travail pour lequel ils sont choisis? S'ils font bien le travail, est-ce que c'est dans l'intérêt général? Si toutes ces conditions-là sont remplies, moi je pense pour ma part que on n'aurait pas à regretter quoi que ce soit. La deuxième chose que je m'avais dit par rapport à la formation du gouvernement, c'est que le président Romuald Wadaye a osé bousculer les donnes. Vous avez vu que certains ministères ont été revus. C'est tout à fait normal. C'est lui qui détient le pouvoir discrétionnaire et nommer un ministre, c'est lui faire confiance. C'est d'abord la base numéro 1. Et à côté, vous avez la compétence. Et j'espère qu'il a fait l'arrimage de tout ça. Et ceux qui ont été nommés ne sont pas des méritants. Et si vous prenez le ministère de l'économie et des finances, avec tous les réajustements qu'il y a eu, je peux dire qu'il y en a 4 comme ça, qui dérivent du ministère de l'économie et des finances. Ceux qui ont été choisis,
c'est des personnes qui sont compétentes et qui ont apporté leurs preuves à différents niveaux de gestion. Vous savez, l'ancien directeur général des impôts, par exemple, je crois, a été nommé ministre. Oui. Bon, ministre délégué. Et le ministre Romi Awada, il connaît bien la maison pour avoir été lui-même ministre d'État. Oui. Il sait comment distribuer les rôles. Non, je ne parlerai pas de la distribution des rôles. Oui. Je parlerai de sa capacité à détecter les talents. D'accord. Et ces talents-là sont au ministère de l'économie et des finances, donc un ministère qu'il connaît très bien. Et donc, il n'a pas choisi au hasard, de mon point de vue. Pour les autres postes, bon, je ne connais pas tout le monde, mais je pars sur la base de ce que il n'a pas choisi, il n'a pas fait des choix ex nihilo. Il a choisi en toute connaissance de cause. Bon, un choix pas trop politique aussi, c'est ça? Oui, le choix n'est pas trop politique. Quand on lit la composition du gouvernement, il est dans la continuité un peu de ce que nous avons connu par le passé, en tout cas sous le président Patrice Talon. Si vous observez tous ces gouvernements, il y a une faible dose politique dans la composition des gouvernements qu'il a eu à former. Oui. Et je pense que... il faut noter quand même le départ de certains ténors. Abdoulaye, comment dirais-je, Abdoulaye Biotane, Pascal... mais c'est normal. Et ou bien ils reviendront. Tous ceux qui ont fait 10 ans... Ils reviendront à d'autres postes, c'est ça? C'est possible. Moi, je ne nomme pas les gens. Donc, lui, il a le pouvoir discrétionnaire. De nommer. Il nommera quand il voudra. Mais ceux qui ont fait 10 ans, quand on observe avec le président Patrice Talon, ils ne figurent plus. Ils ne figurent plus. Dans le, ceux qui sont venus en cours de route, il y a certains qui sont restés. Oui, certains ont fait 7 ans, certains ont fait 8 ans, d'autres moins. Eux, ils sont restés. Ils sont restés. Ils sont restés pourquoi? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Sauf que je peux faire des conjectures. Oui, effectivement. Et les conjectures, c'est que peut-être que c'est des postes stratégiques. Et donc, on ne peut pas changer toute l'équipe comme ça, étant entendu qu'on est dans la continuité. Et donc, il faut garder un peu certains points névralgiques pour ne pas que tout paraisse nouveau. Ça, c'est une petite analyse que je fais. C'est pour cela qu'on les a gardés. Et il faut dire que c'est nouveau quand même. Parce que souvent, quand on voit un président vient, bon, c'est vrai que nous sommes dans un cas typique de continuité. Est-ce que ça aussi n'a pas favorisé la chose? Oui, naturellement. Oui. Je disais sur une autre chaîne que le président Romi Awada, c'est un peu comme le continuum du président Patrice Talon. Et donc, vous comprenez qu'on ne peut pas, tout changer comme ça. Il faut aller mollo. Donc, tenir compte d'un certain nombre de réalités. Et aussi se dire que le rythme du développement mérite d'être gardé. Parce que celui qui est venu... Au moins un peu de stabilité. Un peu de stabilité. Il faut qu'on travaille en tenant compte de l'existant et de manœuvrer à partir de là. Moi, je pense que pour ne pas qu'on reprenne tous les dossiers, pour ne pas que l'on tergiverse, je pense que le président Romi Awada a voulu maintenir quelques membres de l'équipe du président Patrice Talon pour aller vite. Vous avez senti la main du président Patrice Talon, le sortant, à travers ce gouvernement? Je n'ai pas le don de sentir des mains, mais je pense quand même que... Oui. Il a dit quelque chose certainement. Moi, je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu. D'accord. Mais j'imagine un peu que si les deux sont en symbiose, le président Romi Awada, s'il compose son gouvernement, il va chercher quand même à avoir son avis. Je pense que... Même si c'est un avis consultatif. Oui, avoir son avis quand même. Je pense que peut-être à l'occasion des échanges, l'autre aurait souhaité qu'il y ait tel, peut-être, je ne sais pas. Mais il ne peut pas faire tout ça sans requérir tout au moins peut-être qu'en partant, l'avis de l'autre. En sortant du palais...
les échanges que nous on avait Non, vus. c'est pas comme ça. On C'est n'écoutait pas comme pas. ça se passe. Non, je ne pense pas que... Peut-être que le président dit n'oublie pas ce qu'on s'est dit, hein, il faut gérer les choses de telle manière. C'est normal quand même, non? Oui, n'oublie pas ce qu'on s'est dit, mais si on doit rappeler cela, c'est par rapport aux grands enjeux de développement. C'est ça. Je pense que ça ne sera pas des questions liées à la nomination. À la nomination, non, je ne pense pas. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous. On va revenir pour parler quand même du premier Conseil des ministres, mais on va donner la parole d'abord aux auditeurs s'ils sont là. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum Nathalie Pouka, et je salue votre invité à qui je donne déjà des points. Il a dit 1000 sur 10 000. Ah bon, merci. Par rapport Merci bien. à l'émission. D'accord. Paul Chaudaton. Merci bien. Je parlerai d'avant, après, avant et pendant et après. Avant, vous l'avez souligné tout à l'heure, au moment où les deux voulaient se laisser, quelque chose s'est passé. C'était un peu lourd de voir quelqu'un qui l'a dirigé parti de cette manière-là. C'était vraiment grand, vraiment. Et ça doit faire école dans la sous-région. Les deux qui marchaient comme s'ils étaient à la Maison Blanche, sans les militaires en armes derrière. Vraiment, c'était extraordinaire. D'accord. Et maintenant, pendant la fête, vraiment, effectivement, il a piqué au premier coup de canon, nous l'avons tous vu. Il va se voir, c'est lourd ce qu'il est en train de prendre comme ça, parce qu'il a travaillé avec du chef d'État, c'est pas facile. Au moment où le peuple béninois est en train de dormir la nuit, eux, ils sont en éveil. Ils sont déjà peut-être à 6 heures du matin ou ailleurs, aux États-Unis, à 4 heures du matin ailleurs. Donc, c'est pas facile ce poste-là à diriger tout le monde. Donc, je sais que c'est quelqu'un qui a le courage, il a de l'ailleurs. Et déjà, la prise de ses fonctions, depuis qu'il avait été nommé par le président Patrice Talon, il a posé des actes qui doivent vous montrer que vraiment, il n'est pas là pour servir avec l'Église. Les gens ne doivent pas s'attendre à ce qu'il a la main facile. Donc, je l'ai déjà dit sur vos antennes, M. Naoum, si vous voulez vous rappeler, que tout ce soutien-là ne doit pas s'attendre à ce qu'on ait distribué des postes comme des bouts du pain. Il ne doit pas s'attendre à ça parce qu'il veut la compétence, il sait ce qu'il attend. Donc maintenant, après, il ne nous a pas attendu avant de former son gouvernement déjà dans la soirée et le lendemain, je l'ai encore vu son conseil déjà aller au service et après, le conseil des ministres c'est la suite. Donc il sait là où il va et pendant la campagne, il a dû écouter beaucoup de nos citoyens, il sait ce qu'il attend, il faudra d'ailleurs qu'il s'est rapidement mis au travail. Merci. Maintenant, c'est la nomination du porte-parole du gouvernement là qui m'a parce que je l'ai réclamé parce qu'on l'a vu pendant les 10 ans actif et il sait comment dirais-je s'entretenir avec la population que nous sommes et il maîtrise bien son travail, vraiment je suis satisfait. Et puis sur le plan de la sécurité, on a vu une femme pour une première fois. Donc vraiment ce poste-là c'est pas donné à n'importe qui. D'accord. L'aide de camp. Voilà. Vous parlez de l'aide de camp du président. Voilà, l'aide du camp du président. Et maintenant, là où j'avais des inquiétudes, il a fermé ces portes-là. Parce que nous savons tout ce qui se passe dans la sous-région. Et quand nous avons vu ces gens, le général Timbo Edré, Bada, tout ça là, reconduit, je suis entièrement satisfait parce que j'avais des craintes à ce niveau-là. Parce que vous avez tout ce qui se passe dans la sous-région, là, il faut des gens de confiance. Merci pour beaucoup. assurer la nation. Merci. On va prendre un autre. Vous n'avez pas de questions. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Sébastien, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité et je le remercie pour son développement. Et ma première préoccupation, c'est de demander s'il y a quelqu'un qui est plus heureux au pays aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'ex-président de la République, son excellence, le président Patrice Athanas Guillaume Talon. Parce que voilà quelqu'un qui a fait 10 ans avec lui au ministère de l'économie et des finances et vient prendre le pouvoir de sa main. C'est comme on le dit, c'est son dauphin, c'est son enfant. Est-ce qu'il là où il est maintenant, est-ce qu'il ne sera pas fier? Deuxième préoccupation, et son excellence Romeo Louwadayi, au moment du lancement de son projet d'IDCT pendant les 10 dernières années, des diagnostics approfondis, des études détaillées ont été réalisées sur tous les champs. Nous savons exactement ce qu'il faut faire
Nous savons où nous avons failli. Nous connaissons nos erreurs, nous connaissons les attentes et nous savons faire. Et il avait donné des exemples. Il avait parlé, il avait dit qu'il va prendre langue avec les pays limitrophes, les pays de l'AES. On les a vus venir, on les a vus au moment de l'investiture. Est-ce que ce n'est pas un bon début? Est-ce que ça prouve que maintenant, là, après l'investiture, le président, son excellent Robert Wadaï, peut faire un tour là-bas pour renforcer les liens, pour que les autres recommencent? Deuxième chose, comment vous voyez la nomination du ministre porte-parole du gouvernement, parce qu'il n'était pas parmi les ministres, et c'est après la formation du gouvernement que 2 jours après ou une journée après, il a été nommé. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il a un peu de polémique autour de cela. Et quelle analyse faites-vous sur ça? Voilà les quelques préoccupations que j'ai ce matin. Mais j'ai dit bon vent à Romuald Wadaï parce que le début est bon. Et au port autonome de Cotonou, il a un nationaliste aujourd'hui. Il a quelqu'un de chez nous. Nous ne sommes pas des xénophobes. Mais depuis 10 ans, on a toujours vu des étrangers. Comment vous voyez ça? Veut dire que le président Romuald Wadaï veut être lui-même et ne veut pas faire comme l'ancien président. Votre analyse sur ça. Sébastien Rossi, je suis. Bon dimanche à vous. Merci. On va prendre un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoumou. Votre nom? Gilles Aristide Kapou. Nous vous écoutons. Je salue votre invité. Oui. J'ai aimé son développement et j'ai quelques préoccupations. La première, notre devise, la devise du Bénin, fraternité, justice, travail. Mais dans la composition du gouvernement du président, son excellence Wadaï, n'a pas un ministère du travail. Son avis sur cette question, préoccupation. Mon prédécesseur vient de l'aborder. On a constaté que après la formation du gouvernement, le soir du 24 mai, 4 heures, je crois bien, si ma mémoire est bonne, 24 heures après qu'on a nommé le ministre porte-parole du gouvernement. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a eu une sorte de tergiversation? Troisième préoccupation pour finir. Monsieur l'invité, lorsque nous regardons la composition du gouvernement, qu'est-ce que je voulais dire? Quand nous constatons que le président Wadaï est resté 10 ans au ministère des Finances et de l'économie, lui seul. Maintenant, en voulant nommer ses membres du gouvernement, il prend 4 personnes pour gérer le même ministère que lui a géré pendant 10 ans. Ne constatez-vous pas qu'il y a un manque de confiance à ce qui concerne le fait de confier 4 personnes, le ministère des Finances et de l'économie à 4 personnes? N'avez-vous pas constaté qu'il y a une sorte de manque de confiance? Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. On va prendre un autre pour poursuivre. S'il n'y a pas un autre intervenant, on va revenir au plateau. Il y a quelqu'un? D'accord. Quelqu'un est appelé. On va prendre le tout dernier. On va revenir au plateau. Bonjour. Oui, cher Honoré Naoumou, bonjour. Bonjour. Valentin Renaud? Oui, c'est mon nom, je réponds. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation pour notre invité. Et quand nous prenons notre actuel président, M. Wadaï, nous n'avons jamais entendu son nom dans les intrigues politiques ni les guerres politiques. Et toutefois, de 2016 à 2026, sous le règne de l'ancien président Patrice Talon, nous avons enregistré, selon les informations officielles, tout au moins 2 tentatives de coup d'État. Et en dehors de ça, nous avons aussi le feuilleton à Gabon. Et en tout, ajouter à cela d'autres situations, événements politico-juridiques qui ont envoyé certains compatriotes dans les prisons et d'autres en exil. Je voudrais demander à notre invité si l'actuel président doit chercher à jouer un peu la médiation et pour que ceux-là retrouvent un peu
et la liberté est revenue et fonctionner avec nous, où il va continuer allègrement et la gestion du pouvoir sans tenir compte de ces intrigues politiques que nous avons reçues au Bénin. Voilà ma seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va revenir au plateau. On va répondre aux appels qui ont été donnés. Paul Chaudaton, lui, par exemple, il n'a pas posé de questions, il a fait un commentaire. On va attaquer avec Sébastien Nyokhosou, qui demande, selon vous, si le président Patrice Talon n'est pas le plus heureux du Bénin aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est le plus heureux du Bénin, mais il doit être heureux quand même. Heureux. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il est heureux. Il est heureux depuis qu'il a fait le choix, en tout cas, de Romuald Wadayi, et pour lui succéder. Et il est heureux aussi. Il avait d'ailleurs promis qu'il sera très actif. Oui, dans ce choix-là. Il est heureux aussi pour avoir vu Romuald Wadayi battre campagne. Il est heureux aussi parce qu'il connaît l'homme qui a été son collaborateur, l'un de ses collaborateurs les plus immédiats. Et il est heureux aussi pour avoir vu que la passation de charges et la prestation de témoins et de serments, tout cela s'est déroulé et suivant l'ordre qu'on aurait souhaité. À partir de cet instant, il doit être heureux. Mais est-ce qu'il est le plus heureux de tous les Béninois actuellement? Moi, vous n'avez pas la capacité de détecter ça. Je n'en sais rien. Il demande au président Wadayi, est-ce qu'il ne doit pas visiter donc les pays de l'AES très rapidement? Oui, bon, vous savez, avant qu'il ne visite ces pays, toute la diplomatie doit être mobilisée. D'accord. Et je pense que s'il a invité les représentants de ces pays-là, c'est parce qu'il a un projet de dialogue, un projet qui amène un partenariat et qui pourrait contribuer à éclaircir l'horizon de la lutte contre le terrorisme. Et est-ce qu'il va commencer par les visites? Je ne connais pas son calendrier, son agenda. Peut-être qu'il va envoyer des émissaires d'abord et après, les autres aussi peuvent venir ici. Ce n'est pas forcément lui qui ira vers les présidents de ces pays-là. En tout cas, le plus important, c'est de sauver la courtoisie. D'accord. De faire émerger la courtoisie, de faire émerger la diplomatie pour que toutes les questions qui fâchent et qui ont empêché la collaboration sous l'Ancien Régime, que ces questions-là trouvent des solutions. D'accord. Et des solutions les plus efficaces de mon point de vue. Merci beaucoup. Il a parlé de la nomination du porte-parole et d'autres aussi. Aristide Gilles Capot, lui aussi il en a parlé. Pourquoi la nomination du porte-parole est venue après? Ministre porte-parole, ce n'est pas dans le premier gouvernement. Ah, c'est délicat. Oui. Et il faut être dans le secret de Dieu pour répondre à cette question. Mais toujours est-il que nous observons que cette nomination est venue un peu a posteriori. Oui. Et c'est intriguant pour les gens. Bon, c'est à lui de savoir. Est-ce qu'au départ, il a voulu faire jouer ce rôle-là par un autre ministre? D'accord. C'est possible. Et pour n'avoir pas pensé nommer quelqu'un spécifiquement pour porter la parole. Parce qu'on a la ministre, par exemple, de la communication et chargée des médias. Oui, qui peut jouer ce rôle. Il pouvait jouer ce rôle. Peut-être qu'après, il s'est rendu compte que, vu la tâche... Ou bien quelqu'un a parlé. Je ne sais pas, mais peut-être vu la tâche réservée à cette ministre-là, cette dame, qu'il aurait fallu penser à quelqu'un d'autre pour porter la parole du gouvernement. D'accord. Il est le seul à répondre à cette question. Oui. Bon, peut-être que la nomination aurait pu venir au même moment que les autres. Que celle des autres. Et il n'y aurait pas de polémique. Il n'y aurait pas de débat autour. Mais il est le seul à savoir pourquoi il a agi dans ce sens. D'accord. Voilà les pistes que moi je peux explorer pour essayer d'expliquer un peu. Voilà, il y a un internaute qui a laissé donc un message sur notre page WhatsApp qui dit à la reconduction du porte-parole du gouvernement en tant que ministre alors qu'il se disait épuisé. Est-ce qu'il serait donc efficace à ce poste? Non, il se disait épuisé. C'était une clause de style. D'accord. Il a fini
un certain nombre d'années et théoriquement, il devrait partir avec l'ancien président, théoriquement. Oui. Et donc, à la fin, il a donné une conférence de presse un peu comme pour dire au revoir aux autres. Mais de là à déduire qu'il n'est plus à même de servir la nation, non, je ne pense pas que ça soit la trame donc, de son d'expression. Est-ce qu'on peut même oser qu'on a épuisé, ne pas prendre en pause pareil? Non, c'était, comme je l'ai dit, c'est une clause de style. En tout cas, je ne suis pas William Ndoumbédi, mais je pense que c'était une clause de style pour dire, moi, j'ai fait ma mission, j'ai accompli ma mission pendant un certain nombre d'années, je suis satisfait, je m'en vais. Je suis fatigué, un peu fatigué. C'est tout à fait normal. Bon, peut-être il s'est reposé une semaine. Il a passé des nuits blanches certainement. On l'a vu à l'œuvre. Donc, il a même représenté le candidat à l'étranger. Donc, vous voyez tout ça. Bon, donc, quand on s'en va, on veut partir comme ça. Il y a des choses qu'on dit. D'accord. Bon, mais ça ne veut pas dire que demain, si on l'appelle pour la preuve, on l'a appelé. Il a accepté. Il a répondu présent. Et il est déjà en mission. Il est en mission. Donc, il va exercer encore pendant longtemps, certainement. Donc, moi, je pense que il n'y a pas. Mais ce qu'il convient de dire, c'est que c'est le président de la République qui, d'après notre Constitution, est en même temps chef de l'État, chef du gouvernement. C'est lui qui définit la politique générale du gouvernement. Donc, les réajustements qu'il a opérés au niveau des ministères découlent de l'option que lui-même a faite. Et il peut ajouter et retirer quand il veut. Il a le pouvoir discrétionnaire pour ça. Et donc, lui-même verra par la suite s'il est dans le bon chemin ou s'il s'est trompé. D'accord. Mais on lui accordera la bonne foi quand même de ce qu'il fait. Et c'est justement pour cette raison que je vais répondre à l'autre auditeur qui a parlé donc des 4 ministères qui découlent du ministère des Finances. Effectivement. Et de l'économie et des finances. Le président de la République a été ministre de l'économie et des finances. Moi, je vais avancer qu'on apprend de ses erreurs, on apprend de ses imperfections, on apprend de ses insuccès. Certainement pour avoir été là pendant 10 ans. Avant de vous laisser poursuivre, moi personnellement, quand il a été élu, j'ai dit qu'il sera plus ministre des Finances que président de la République. Ah, on ne dit pas la même chose. En tout cas, moi j'ai dit ça. Ah oui, bon, moi j'ai dit qu'il aura plus de regard sur ce secteur-là, puisque même la fonction présidentielle. Bon, et la preuve, dans tous les cas, on voit que bon, c'est le cœur de son gouvernement, on peut le dire. Oui, parce que quand vous voyez un peu, vous lisez son discours, après avoir rendu hommage aux anciens, il a attaqué la question de l'économie. Oui. Sans l'économie, est-ce qu'on peut quelque chose? On ne peut rien, on a besoin de ressources pour recruter les gens, pour offrir de l'emploi, etc. On a besoin d'argent. Donc, il faut que l'économie soit prospère. Ça, c'est fondamental. Et comme je le disais, c'est tellement pour avoir été là pendant 10 ans, il a observé un certain nombre de choses. Il était au cœur, parce que le ministère de l'économie et des finances est au cœur de tout. Quel que soit le ministère que vous allez nommer, ce ministère-là a besoin d'avoir des ressources financières. C'est ça. Et qui dépend donc du ministère de l'économie et des finances. Donc, à un moment donné... Peut-être qu'il a vu la lourdeur, mais il ne lui revenait pas d'alléger les choses et de distribuer les rôles autrement. Et quand? Maintenant? Non, avant. Quand lui-même, il était en fonction, peut-être il a vu la lourdeur de la charge du ministre de l'économie et des finances. C'est ça ce que je suis en train de dire. Qu'on apprend certainement de ses erreurs, de ses balbutiements, de ses insuccès. Et donc, pour avoir été là, il a dû observer des choses. Et il a tiré des leçons. Et quand il a eu le pouvoir maintenant, il a voulu expérimenter autre chose qui soit en adéquation avec les leçons qu'il a dû tirer. Moi, je pars de ce principe-là. Et c'est justement ce qui pourrait expliquer le fait qu'on ait eu 4 ministères. Maintenant, les couplages avec le ministère de la fonction publique, ministère du travail, etc. Bon, il sait pourquoi il l'a fait. Et comme je le dis, on observe. On ne peut pas lui faire le procès tout de suite d'avoir procéder à ces réajustements-là. Mais
à l'arrivée. Oui. À l'œuvre, on va connaître l'artisan. À l'œuvre, on connaîtra l'artisan. À l'œuvre, on verra si il a eu la justesse donc des options qu'il a prises et pour nous faire vivre autre chose qui porte ses fruits plutôt que donc de nous habituer à ce qu'on sait déjà. D'accord. On va évoluer. Exilé politique, prisonnier politique et tout ça. Il cherche un peu à savoir que fera le président Romuald Ouadani. Vous savez, c'est du lourd, c'est ça? C'est une question assez délicate. Okay. Mais il a certainement sa petite idée sur la question. Que l'on ne scène pas tout de suite, parce que nulle part dans son discours, il n'en a pas parlé. On a soupçonné donc des renvois à ce dossier-là. Oui. Épineux d'ailleurs. C'est ça. Et donc, il a sa petite idée. Certainement qu'il ne veut pas fâcher les uns et les autres. Peut-être qu'il se donnera le temps nécessaire. En tout cas, il est le seul à savoir comment il compte opérer dans ce secteur-là. Parce que certains disent, la réconciliation nationale, il faut aussi aller à ce niveau. Oui, on est tous d'accord. Si aujourd'hui, j'ai salué le fait que les anciens opposants soient à la cérémonie d'investiture et qui témoignent donc des efforts dans le sens de l'union nationale, on pourrait aller plus loin. C'est ça. Aller plus loin, c'est échanger pour comprendre un peu les dossiers concernant les exilés, ceux qui sont en prison, c'est voir ce qui est possible de faire. En tout cas, il dispose d'une marge de manœuvre pour agir. On verra, suivant l'agenda qu'il se serait donné, comment il va opérer pour qu'on puisse savoir sa position par rapport à ces questions que vous soulevez. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il y a Romain Camus Bioku sur Internet. Je vais donc ajouter sa deuxième question. Il dit que représentent les partis politiques malgré les réformes, avec un faible taux au gouvernement. C'est vrai que j'ai lu dans la presse que les partis politiques sont déçus, un peu déçus. Est-ce qu'on leur a prêté des intentions? Oui. Je ne sais pas. D'accord. Parce que je n'ai pas reçu un organe central d'un parti politique ou des partis politiques qui se soit prononcé sur la question. Mais j'ai lu rapidement dans la presse qu'au regard du taux assez faible de politique dans le premier gouvernement formé par le président Romuald Ouadani, qu'il y a des voix qui se sont levées quand même pour déplorer cette faiblesse-là. Bon, encore une fois, moi ça ne m'étonne pas si je fais la lecture des gouvernements successifs qui ont été formés par le président Patrice Talon. Et donc, cette faible représentation des partis politiques était déjà observée au niveau donc de ces différents gouvernements. Mais qui est le président Romuald Ouadani? Dans le contexte actuel, le président Romuald Ouadani s'inscrit dans la continuité. C'est vrai qu'il va procéder à des réformes, il va réajuster parce qu'il dispose d'une marge de manœuvre pour le faire. Mais la substance est là. Et ce n'est pas pour rien que le pouvoir a défendu sa candidature. Le pouvoir sortant a défendu sa candidature. C'est parce qu'on voit en l'homme quelqu'un capable de pérenniser les acquis. Peut-être que le président Patrice Talon lui a dit, et lui-même était d'accord certainement, que pour réussir, il faut se départir de certaines considérations, c'est ça? Il faut savoir gérer les partis politiques. Ok. Et certainement que l'une des façons de gérer les partis politiques, c'était d'éviter leur prépondérance dans la composition donc, du gouvernement. Et peut-être les utiliser ailleurs, à d'autres postes de responsabilité. En tout cas, vous avez vu que chemin faisant, le président Patrice Talon a eu recours à des ministres conseillers. Est-ce que vous voyez? Qui ont apporté les relevaient des partis politiques. Pour faire la propagande.
Bon, moi, en tout cas... Non, lui-même, il a dit, le gouvernement est donc tête dans le guidon, il faut des gens pour les représenter maintenant sur le terrain. Il n'a pas utilisé le terme propagande, il a utilisé un autre terme, c'est-à-dire faire comprendre. Oui. Moi, j'ai appelé propagande politique. Ah bon, oui, c'est votre interprétation, oui. Parce que si vous le dites comme ça, c'est comme s'il a utilisé le même terme. Il n'a pas utilisé le même terme, mais je pense pour ma part que... Les politiques auraient vraiment souhaité être présents dans le gouvernement, mais encore une fois, ils vont attendre. Le président de la République dispose d'un pouvoir discrétionnaire et c'est lui qui fait ces grandes options-là. Et on ne perdra pas de vue qu'il est dans la continuité et que sur ce plan-là, il ne fera pas autre chose que ce qu'il a l'habitude de voir. D'accord. Qui a marché certainement. D'accord. Si ça a marché, si cela a marché par le passé, et c'est un acquis pour lui. D'accord. Et donc il était là pour pérenniser les acquis. D'accord. Il est venu pour pérenniser les acquis. Arwandjinou Félix Kofi Camille, il a laissé un message. Il dit les décisions courageuses et la rigueur des finances ont permis aux Béninois d'assister à l'évolution dans presque tous les domaines. Est-ce que le nouvel homme fort peut-il jouer les deux rôles à la fois? Réforme. Oui. Et décision courageuse et rigueur des finances. Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un devin, mais j'ose croire quand même que tout cela faisait partie des critères de sa désignation, à partir desquels il a été désigné comme candidat de la mouvance présidentielle. À partir de cet instant, on lui fait confiance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Il a démontré par le passé qu'il est un homme de rigueur, au moins au niveau de son département ministériel. Il a fait des prouesses en termes de gestion et en termes des processus aussi de prise de décision. Et ce qui a fait que le Bénin, quand même, sur le plan de la gestion, je vais dire sur le plan économique et des finances, le Bénin est distingué dans une certaine mesure. Et donc, s'il a pu faire cela, toutes choses étant égales par ailleurs, je pense quand même qu'il fera certainement mieux encore à ce poste-là qu'il occupe aujourd'hui en tant que président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. J'ai maintenant 3 questions qu'on va gérer sur 6 minutes. Oui, allez. on va relever le défi. Oui. Je vous fais confiance. Je vais maintenant... Chaque question, 2 minutes. 2 minutes, voilà. Première question. On va au Conseil des ministres. Premier Conseil des ministres. Et il est écrit ici, par ailleurs, le chef de l'État, en guise de priorité majeure du septennat, a fixé comme cap l'éradication de l'extrême pauvreté et la réduction sensible de la pauvreté, qui passeront notamment par une régionalisation plus significative du développement, afin qu'à terme, les écarts entre les communes ne soient sensiblement réduits. Oui, c'est tout à fait normal. Et ce qu'il a dit là... Extrême pauvreté. Il veut finir avec. Oui, en tout cas... On peut y arriver en 7 ans? Ah, ça c'est une affaire de croyance. Moi, je ne suis pas là pour croire ou pour ne pas croire. Mais je pense quand même que lutter contre l'extrême pauvreté s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'il a défendu lors de la campagne. Il a montré qu'il faut régionaliser donc le développement. Et donc cela suppose d'ailleurs qu'il ne devrait pas y avoir assez d'écart entre les régions. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on doit lutter contre l'extrémisme violent, il faut agir sur la pauvreté. L'une des raisons qui motivent les acteurs, je veux dire les terroristes eux-mêmes, l'une des raisons, c'est la faille que l'on note à ce niveau. Et donc, si aujourd'hui on veut passer au développement équilibré donc, de tous les territoires, de toutes les régions qui composent le territoire national, et c'est une option assez courageuse. Mais il ne pourra pas atteindre tout cela en 7 ans. Vous convenez avec moi. Mais il va commencer et on verra la suite. D'accord. Maintenant, quels sont les enjeux réels selon vous? Les enjeux,
réel pour le septennat. Oui. Et il y a plusieurs enjeux. Il y a plusieurs enjeux. D'abord, lui-même a commencé à travers son discours qu'il faut donner de l'emploi aux jeunes. Donc, il faut que les jeunes aujourd'hui aient une formation de qualité capable de les valoriser sur le marché de l'emploi. Il faut faire en sorte d'abord et avant tout que l'économie prospère. Parce que si l'économie ne prospère pas, on ne peut pas répondre efficacement à toute la demande sociale. Et donc l'économie doit être un point névralgique donc, de sa politique de gestion. J'ai parlé des jeunes. Il y a les femmes également. On est tous d'accord aujourd'hui que le développement, c'est l'affaire de tous. Même certaines couches marginalisées méritent d'être associées à la construction de l'œuvre nationale. Et donc, aucune couche sociale ne peut être négligée. Les femmes, aujourd'hui, selon le dicton chinois qui constitue la moitié du ciel, ces femmes-là, si on veut vraiment aller au développement, on doit compter avec elles. Et c'est en cela que je salue le renchérissement de la cagnotte réservée au microcrédit. On est tous d'accord que si dans une famille la femme arrive à avoir des activités génératrices de revenus, cela constitue quand même une bouée de sauvetage pour toute la famille. Et donc on ne peut pas exclure. Et donc la construction de leur développement n'admet même pas l'exclusion. Il faut une approche assez inclusive qui associe tous les acteurs. Autre élément, l'industrialisation. On a commencé, il faut poursuivre. Et moi, je rêve d'avoir 10 Glodjigbe au Bénin, au moins, pour commencer, 10. Si on en a 10, voyez-vous ce que ça représente en termes d'accroissement, en termes d'impact, en termes d'emploi, etc., etc. Ce qui facilite la reconversion aussi professionnelle, la reconversion professionnelle de certains jeunes. Ceux qui ont fait certaines études et qui n'ont pas trouvé de l'emploi peuvent se reconvertir. Ça se passe ailleurs. En Europe, ça se passe. Donc, on peut expérimenter la même chose. En dehors donc, de ces points que j'ai évoqués, et en termes de priorité, naturellement, il y a l'agriculture. Mais lui-même l'a souligné, il faut moderniser l'agriculture. Il est temps que le paysan à Tchoumi ou à Tukuntuna puisse cultiver et espérer optimiser son rendement et aussi vendre conséquemment pour que à terme, il a des possibilités quand il va perdre la force de travail. Et transformer les brousses que nous avons là. Oui, faire en sorte que... Les gens qui achètent des hectares et qui regardent ça seulement là, alors qu'il y en a suffisamment et qu'on doit développer l'agriculture là-dessus. Oui, naturellement. En tout cas, prendre des mesures pour que l'agriculture soit modernisée et qu'elle se développe. C'est très important. Et que les agriculteurs, à la fin, lorsqu'ils ne seront plus en mesure de travailler, qu'il y ait la sécurité sociale. C'est ça. C'est très important. Parce qu'on n'a pas la force de travail là à tout moment. Il arrive toujours un moment où on n'a plus cette force de travail et qu'on a besoin de profiter de ce qu'on a fait par le passé. Et donc, il faut créer les conditions dans ce sens. Et vous avez, lui-même a parlé de la diaspora, on a parlé de la sécurité. Ça doit être une priorité. Et c'est en cela que je salue le fait que ceux-là soient associés et qu'ils se soient rendus. Ça a été d'ailleurs un point qui a été abordé en Conseil des ministres. Oui. On a dit qu'il a indiqué comme toute autre priorité la défense et la sécurité de notre territoire et instruit le gouvernement d'y travailler résolument. Oui. Et lorsqu'on perd une petite partie aujourd'hui de notre territoire national et que demain on en perd une autre petite partie, le Bénin se retrouvera un jour avec la portion congrue. Donc, c'est là le lieu de redoubler d'ardeur et de faire de ce chantier-là un chantier très important, un chantier névralgique pour le développement. Parce que sécuriser le territoire national, et d'ailleurs, dans la prestation, au cours de la prestation de serment, il est dit quelque part qu'il doit veiller à sauvegarder le territoire national. L'intégrité territoriale devrait être maintenue. En tout cas, prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que le territoire national soit préservé.
C'est ça. Et il a pris cet engagement. Donc, ce n'est pas idiot de dire à l'entame d'un mandat qu'on doit relever ces défis-là. Et puisque lui-même en a parlé lors de la prestation de serment. Et même la prestation de serment, on va au-delà. Non, on ne va pas au-delà, mais dans le cheminement normal, à la fin, vous aurez vu, lui-même dit qu'il soit, qu'on le juge en cas de parjure, par exemple. Ah oui, qu'il subisse la rigueur de la loi. C'est ça. Ah oui, c'est un engagement ferme pour que demain, on puisse être en mesure de punir ou de sanctionner en cas de besoin. C'est ça. Donc, c'est ça le caractère assez grave. C'est la gravité du serment, ça. Et je pense que ce sont autant de chantiers qui méritent d'être abordés pour le bonheur des citoyens. D'accord. On peut dire qu'on est au début, hein. On a seulement une semaine exactement de la prise de fonction du président Romuald Wadani. Est-ce que vous essayez une projection dans l'avenir pour dire en termes de perspective, comment voyez-vous le Bénin dans 7 ans sous la gouvernance de Romuald Wadani? Et moi je pense quand même que dans 7 ans, on va voir des chantiers achevés, des chantiers qui n'ont pas connu un achèvement. Qui nous empêche de circuler aisément à Cotonou. Non, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc, ça on le sait. Tous d'accord. Et donc, il faut achever ces chantiers. Il faut ouvrir d'autres chantiers. D'accord. Parce qu'en termes de voies, de construction de voies, nous en avons besoin. Le Bénin est à construire. Ah, mais tout le Bénin est à construire. Et donc, il va le faire. Il fera ce qu'il pourra. Mais le plus important, c'est de faire chaque jour ce qu'on doit faire pour que l'on ait des voies. Moi, je veux rêver de Cotonou, d'une ville ou de Cotonou, Calavi, où toutes les rues, Sambou, où toutes les rues sont pavées, par exemple, et se voient. Et que pour accéder à sa maison, on ne soit plus en mesure de passer dans des boues, etc. etc. Donc, ce défi-là doit être relevé. Le défi en termes d'éducation aussi. J'ai dit, il a mis l'accent sur la formation technique et professionnelle. Ah oui. Si on veut que les jeunes aient de l'emploi, il faut qu'ils soient bien formés. Et donc, la formation aujourd'hui, ce n'est plus réservé seulement à l'enseignement général. Et il faut dépasser ce cadre, comme ça se fait ailleurs. En Allemagne, par exemple, tout le monde n'a pas le bac forcément. Et on oriente les élèves en fonction de leur potentialité. Et c'est pour cela que, vu le nombre d'industries qu'il y a dans ces pays, on permet à ces jeunes-là de faire leur expérience et de devenir ingénieurs de ceci, ingénieurs de cela. On en a besoin aussi dans notre pays. Donc il faut changer un peu, casser le rythme pour que l'enseignement technique prenne le dessus par rapport à l'enseignement général. Votre mot de fin à présent. Merci beaucoup. Et je pense que nous sommes à une semaine, jour pour jour, donc de la prestation, après la prestation du serment. Et le président élu est entré en fonction et a lancé des signaux en termes d'action. Mais avant tout cela, il a défendu un programme. Et c'est ce programme-là, ce programme de société, ce projet de société, qui est monnayé finalement en politique publique. Et ces politiques publiques-là concernent l'ensemble des domaines de la vie sociale. L'agriculture, l'économie, tout ce que vous voulez, et environnement, tout ça. Le plus important, comme je le dis, c'est de faire confiance au président et à son équipe, et pour que d'ici 7 ans, on puisse faire plus que ce que l'on a connu par le passé. Et sa touche personnelle mérite d'être observée pour que l'on se dise après, il est venu, il a fait peut-être plus que le président Patrice Talon, et c'est ce que nous souhaitons, l'optimisation même des résultats. Ça se passe. L'élève a dépassé son maître. Ah oui, ben c'est ce qui est entendu. Si vous voyez un maître qui souhaite que l'élève ne le dépasse pas, mais il est passé à côté. C'est un mauvais maître. Et donc, le maître souhaite toujours que son élève le dépasse. Donc moi, je rêve d'avoir un président en la personne de Romuald Wadani qui choisit de dépasser son mentor
en termes de réalisation, en termes de réformes courageuses, en termes de mise en œuvre des politiques publiques de façon générale. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Patrick Renou. Vous êtes sociologue politiste. Sociologue politiste, voilà. Donc, merci beaucoup pour la précision. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler de Radio Cotonou. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Bangba, à la prise de vue Job Chipé et à la présentation Honoré Benjamin Naoum. Restez câblés 94.3 et voilà, bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.